Benjamin Lucas est notre invité de la matinale et de l'interview politique ce matin dans La Politique c'est clair. Bonjour et bienvenue, vous êtes député Merci. écologiste des Yvelines. Les écologistes qui ont finalement accepté de négocier à Bercy cette semaine aux côtés des socialistes et des communistes. Pourquoi vous avez presque soudainement changé de stratégie ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de changement de stratégie. Ça a toujours été dans la culture de notre groupe que de participer à des discussions. Après, nous avons dit qu'il n'y aurait pas de pacte de non-censure avec nous et nous avons dit aussi clairement quelles étaient nos options, nos propositions pour le pays. Moi, je suis par ailleurs assez réservé, pour tout vous dire, sur ces discussions. Je fais confiance à celles et ceux qui les mènent au nom de mon groupe, mais je crois qu'on n'aboutira à rien. Je crois que nous, on nous a fait le reproche d'être très attachés à notre programme, c'est bien le moins. On a en face de nous des gens qui disent le bilan, rien que le bilan, tout le bilan d'Emmanuel Macron, et ça, ce n'est pas acceptable. Attendez, vous dites que vous n'êtes pas dans cette optique d'accord de non-censure, donc vous avez déjà fait votre choix, vous allez censurer le gouvernement ? À moi, je censurerais, sauf si, miracle, François Bayrou renonçait à tout ce qu'il est depuis 40 ou 50 ans et décidait d'appliquer notre politique. Mais enfin, si les macronistes avaient consenti à ce qu'on puisse appliquer une petite partie de notre programme, ils nous auraient laissé gouverner, ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, je veux censurer, parce que ce gouvernement, il est aujourd'hui détesté dans le pays. Enfin, rendez-vous compte, Madame Borne, et Monsieur Valls sont les deux anciens premiers ministres les plus détestés probablement dans le pays. Monsieur Bayrou est macroniste. L'orientation politique de ce gouvernement est, à mon avis, contradictoire avec ce que sont les aspirations des Françaises et des Français qui ont souhaité une cohabitation, qui ont souhaité rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Là, vous parlez en votre nom propre, à titre personnel, pas pour l'ensemble du groupe écologiste ? Bien sûr, mais nous avons dit de toute façon que la marche pour ne pas censurer, le groupe collectivement, était quand même très difficile à atteindre. Parce que vous évoquiez il y a un instant la question des retraites, elle est centrale. Et moi je dis abrogation, mais il n'y a pas que la question des retraites. Quand M. Retailleau veut fracasser la loi de 1905 pour faire une nouvelle arme de stigmatisation massive des musulmans, en interdisant aux mamans qui portent le voile d'accompagner les sorties scolaires, en remettant en cause les principes de liberté à l'université et en voulant interdire le port du voile à l'université. Quand vous avez Madame Borne qui n'a pas dit clairement qu'elle ne supprimerait pas 4000 postes d'enseignants comme c'était prévu. Quand vous avez l'hôpital public qui va aussi mal et qu'on refuse d'investir massivement. Quand vous avez une absence complète de plan pour organiser la bifurcation écologique et on voit quels sont aujourd'hui les incendies qui touchent la Californie, qui peuvent donc toucher tout le monde, y compris les plus riches des plus riches. Quand vous avez cette orientation politique-là, il est quand même compliqué pour l'homme de gauche que je suis, pour le parlementaire représentant d'une circonscription populaire que je suis, d'avoir un quelconque soutien avec ce gouvernement. Pourquoi vos représentants, ceux qui se sont rendus aux réunions à Bercy ou avec Madame Vautrin, n'ont pas claqué la porte, tout simplement, puisque vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, a priori, que les socialistes ? Écoutez, il y a une culture des écologistes qui est le dialogue. Nous discutons, nous participons à tous les rendez-vous qui nous sont proposés. Nous y disons ce que nous avons à y dire. Mais vous pensez que c'est un jeu de dupes ? Vous pensez que vous avez été dupé, berné par Monsieur Lombard ? Non, mais on verra ce que sera le discours de politique générale du Premier ministre. Moi, ce que je sais, c'est que je vois ce qui est en préparation sur les retraites. On ne peut pas, comme c'est mon cas, considérer que cette réforme est une brutalité contre la démocratie, qu'elle est profondément injuste, qu'elle va faire souffrir des cohortes entières de Françaises et de Français, notamment ceux qui ont commencé à travailler tôt. On ne peut pas considérer ça et accepter autre chose que l'abrogation pure et simple. Je ne sais quelle hypothétique suspension à 2026, c'est-à-dire quand M. Bayrou ne sera probablement plus là, ce serait valider le coup de force et ce serait laisser les Français dans la souffrance. Moi, je ne peux pas m'y résoudre. Si on suspend tout de suite la réforme des retraites et qu'on négocie un autre moyen de financement, finalement, pour conserver notre système de retraite par répartition, ce que vous souhaitez, ça pourrait vous convenir, vous faire éventuellement changer d'avis ? Je n'ai pas compris ce que c'était une suspension. Il faut abroger la réforme des retraites. C'est-à-dire, par exemple, François Bayrou a dit qu'il n'avait pas de tabou sur l'âge. Si on fait tomber cette limite d'âge, cette borne d'âge de 64 ans, ça pourrait vous convenir ou pas ? Allons à la simplicité. Moi, je ne quémande rien auprès de François Bayrou, qui, par ailleurs, de mon point de vue, est illégitime à occuper cette fonction de Premier ministre. Ce que je souhaite, c'est que l'Assemblée nationale puisse voter l'abrogation de la réforme des retraites. Il y a eu un texte présenté par Lyotte. Vous voyez, je ne prends même pas un texte du Nouveau Front Populaire, qui nous a été soumis il y a quelques mois. Il y a eu des manœuvres d'obstruction qui ont empêché l'Assemblée de voter ce texte. On est revenu à la charge à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale avec le Nouveau Front Populaire. Laissons l'Assemblée nationale issue des urnes, issue d'une convocation que le président de la République a faite avec la dissolution, laissons-la voter. Il y a une majorité pour voter l'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Donc c'est l'abrogation ou rien, et dans ces cas-là, vous censurez. Vous avez eu vos journées parlementaires, et à ces journées, vous deviez décider si éventuellement vous pouviez joindre vos voix à celles de la France Insoumise, qui, elle, a déjà décidé de censurer François Bayrou. La réponse est oui ? Moi, je vous donne ma position personnelle. Le groupe va évidemment discuter. Mais au cours de ces discussions des journées parlementaires, vous avez abouti à quelle conclusion ? Nous avons fait le constat lucide, on l'a écrit d'ailleurs, que d'abord, il n'y aurait pas de pacte de non-censure, ça n'existe pas. On ne va pas se priver volontairement
d'un droit constitutionnel de censurer, et nous avons fait le constat que l'orientation politique de ce gouvernement était contradictoire avec ce pourquoi nous nous sommes engagés, et ce, de notre point de vue, pourquoi les Français ont voté le 7 juillet dernier. Moi, je souhaite que nous censurions dès cette semaine ce gouvernement. Jean-Luc Mélenchon est très, très en colère face à ces négociations qui ont été menées. Vous prenez un peu vos distances aujourd'hui, mais lui, il parle de forfaiture, d'un irrespect total, de servilité. Il a raison de dire ça. Écoutez, moi, je souhaite, là, je vois le piège dans lequel on est tous en train de s'engouffrer. Il y a une volonté, depuis le départ du président de la République, qui est un minable petit tacticien, en réalité, depuis la dissolution, de fracturer le nouveau Front populaire. Or, et je le dis avec solennité, nous sommes la seule alternative, aujourd'hui, qui permettra de sortir du macronisme et d'éviter le lepénisme. Alors, il ne faut pas qu'on se renvoie dos à dos des anathèmes. Il ne faut pas qu'on donne le sentiment qu'il y aurait d'un côté, je reprends des termes que j'ai entendus de la part de petits camarades, la gauche de la vocifération et de l'autre, la gauche de la trahison. Il y a aujourd'hui un débat tactique et stratégique. Je vous ai dit ce que j'en pensais à titre personnel, les nuances que je pouvais avoir avec ce que pouvaient être les positions de ma famille politique, mais au fond, nous voulons la même chose. Nous voulons être utiles aux Françaises et aux Français et nous voulons appliquer une politique qui rompt avec la politique d'Emmanuel Macron. Je prends l'exemple du budget qui va arriver. On a une différence d'approche majeure, d'orientation majeure avec les macronistes. Eux nous disent qu'ils ne veulent toucher qu'à la baisse de la dépense publique. Nous voulons augmenter les recettes, augmenter notamment via une fiscalité plus juste sur les grandes fortunes, sur les grandes entreprises. Pourquoi ? Pour évidemment réduire les déficits, mais aussi pour répondre aux besoins urgents des Français. Le pouvoir d'achat, les services publics, l'école, l'hôpital public, la transition écologique, et pour relever les grands défis de l'avenir de notre nation qui sont nombreux. Il y a un impôt sur le patrimoine des plus aisés qui serait en préparation justement pour pallier l'absence de budget qui prévoyait une taxation des plus riches. Est-ce que ça, ça peut être un motif de éventuellement changer d'avis, ou en tout cas ça peut être une des parties que vous pourriez voter ? Mais tout ce qui permet de renforcer la justice fiscale, on peut le voter dans le cadre de l'examen budgétaire. Encore faut-il qu'on puisse voter à la fin et qu'il n'y ait pas de 49.3. Évidemment, c'est arrivé même dans des gouvernements que nous avons censurés, qu'avant cette censure, eh bien, on vote un certain nombre de choses, d'amendements, de propositions, notamment avec le MoDem, sur la taxation des super dividendes. Moi, j'attends de voir, parce que vous savez, je suis aussi très lucide. Je lis les déclarations d'éminents députés de la Macronie qui disent surtout, il ne faut pas toucher au bilan, il ne faut pas toucher à la politique de l'offre, il ne faut pas toucher à la politique fiscale, et pas des moindres. Monsieur Lefebvre, qui est le chef de file des macronistes, c'est-à-dire le responsable des macronistes sur le budget, Monsieur Woerth, qui est quand même pas rien dans le dispositif macroniste à l'Assemblée nationale, ces gens nous disent pas touche au bilan d'Emmanuel Macron. Donc moi j'attends de voir aussi si les paroles verbales de François Bayrou seront suivies des faits, et s'il sera suivi, le cas échéant, s'il prend des engagements par ses propres troupes. Vous êtes déçus là aujourd'hui de l'attitude des socialistes. Eux, ils sont plutôt sur un accord de non-censure. On verra évidemment ce qui se passe après le discours de politique générale. Mais est-ce que ça peut être un motif de scission du nouveau Front populaire? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez prendre vos distances finalement avec les socialistes? On n'a pas le luxe de pouvoir scissionner. Qu'il y ait des débats et des discussions d'approche tactique et stratégique, c'est une évidence. Moi, je crois que le Parti socialiste, sous l'impulsion d'Olivier Faure, a fait ces dernières années un pas courageux pour rompre avec ce qu'avaient été les trahisons du mandat de François Hollande, disons les choses clairement, avec ce qu'avait incarné Manuel Valls, avec la déchéance de nationalité, avec la loi travail, avec la politique de l'offre, qui n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, mais qui avait commencé sous François Hollande. Et le Parti socialiste est revenu au cœur de la gauche, avec la NUPES, puis avec le nouveau Front populaire. Je souhaite, c'est un vœu, je n'ai aucune ingérence à faire dans ces affaires internes, qu'ils ne dévient pas de ce chemin-là. Et je fais confiance à mes camarades socialistes, je pense qu'à la fin, ils voteront la censure. Il y a le président de la République qui a parlé lors de ses vœux le 31 décembre de référendum. Alors il n'a pas évoqué le mot référendum, mais on comprend interroger les Français sur différents thèmes qui seraient déterminants. Est-ce que vous pensez qu'il faut les interroger sur la question des retraites, justement ? Moi, je souhaiterais d'abord que le président de la République, avant de faire des annonces pour plus tard, qu'il a déjà fait sur la question référendaire, se comporte en démocrate. C'est-à-dire qu'il reconnaisse le résultat des élections législatives. Et donc, une fois que nous aurons censuré M. Bayrou, il invite le nouveau Front populaire à gouverner et qu'on puisse ensuite essayer de trouver un chemin pour abroger la réforme des retraites le plus vite possible. Après, oui, si le président veut faire des référendums, voilà, par exemple, qui pourrait nous sortir de l'impasse. Si on vote dans 30 jours, 40 jours sur l'abrogation de la réforme des retraites, ça me va. Ça vous va? Et dans ces cas-là, si jamais les Français disaient qu'ils souhaitaient abroger cette réforme des retraites, est-ce que le président de la République devrait partir comme De Gaulle en 69? Écoutez, ce que je vais en dire n'aura aucun impact sur le président de la République. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un rejet massif d'Emmanuel Macron dans le pays. Que s'il veut finir son mandat dans des conditions acceptables, il doit se comporter en démocrate, accepter une cohabitation avec le nouveau Front populaire et accepter que son bilan politique, sa réforme des retraites, son orientation économique et sociale, ses réformes injustes, notamment je pense par exemple à la réforme du RSA qui contraint au travail forcé les allocataires du RSA qu'il faut également abroger, s'il consent à laisser la gauche finalement, enfin à laisser la gauche chercher des majorités à l'Assemblée nationale dans le compromis pour revenir sur cette politique, pour engager une autre orientation pour le pays, alors il pourra sans doute terminer son mandat dans de bonnes conditions, comme une cohabitation
Constitution le permet. En l'occurrence, aujourd'hui, il est plus un facteur de blocage et d'instabilité, le président de la République. On l'a vu à travers les mensonges sur les déficits publics, on l'a vu à travers la dissolution. C'est lui qui a créé de la stabilité. Bien, s'il veut remettre de la stabilité, qu'il se comporte en démocrate, en républicain, et qu'il laisse celles et ceux qui sont arrivés en tête à l'Assemblée nationale gouverner. Un mot sur Mayotte, parce que il y a une nouvelle tempête tropicale qui arrive à Mayotte actuellement, après le passage du cyclone Chido, il y a tout juste un mois, qui a complètement dévasté l'île. On a vu le gouvernement se rendre sur place, on a vu Marine Le Pen aller sur place. Est-ce que les écologistes se tiennent aux côtés des Mahorais ? Bien sûr, évidemment. Nous avons d'ailleurs posé notre seule et unique question au gouvernement, à François Bayrou, sur ce thème, sur la question de Mayotte, sur l'urgence de Mayotte. Et nous serons évidemment très impliqués dans la loi d'urgence qui doit être votée, qui doit être débattue et votée bientôt à l'Assemblée nationale. Elle arrive d'ailleurs demain. Cette loi d'urgence, elle va assez loin. On avait la députée Rassemblement national de Mayotte qui était sur ce plateau ce matin, et elle disait que le gouvernement sous-estimait finalement la situation. Elle veut aller plus loin, et notamment sur la question du droit du sol. Alors nous allons l'amender. Je pense que l'urgence, elle est une urgence sociale, une urgence de reconstruction. Il faut un quoi qu'il en coûte aujourd'hui pour les Mahoraises et les Mahorais, pour permettre non pas de rétablir ce qu'était la situation antérieure, mais pour permettre qu'on vive correctement à Mayotte aujourd'hui. On sait quelles sont les difficultés d'accès à l'eau, notamment, et du fait du cyclone, au logement également. Moi, je crois que mettre les obsessions migratoires, instrumentaliser ce drame pour aller remettre en cause un principe essentiel de notre République, qui est le droit du sol, me paraît extrêmement dangereux, extrêmement grave, et je me méfie des agendas idéologiques qui épousent aujourd'hui certaines compassions à l'égard des Mahorais. Un mot sur l'Algérie, oui, qui a renvoyé en France l'influenceur que nous avions expulsé. Elle parle d'une expulsion arbitraire. La France est humiliée. Elle est aussi impuissante finalement à gérer ces histoires de renvoi de personnes qui n'ont pas à rester sur le territoire. Écoutez, prenons un peu de recul sur cette affaire, au-delà du cas particulier qui est là. Moi, je suis assez inquiet de voir la parole de la France, son message, perdre en crédibilité ces dernières années dans le monde. Sabordé par le président de la République lui-même. Vous voyez le discours qu'il a tenu, où il a insulté les chefs d'État, ses homologues africains notamment. Or, il se joue quand même. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. On voit la Chine, on voit la Russie. Il se joue une bataille de l'influence. Et la France, elle doit prendre toute sa part dans cette bataille de l'influence. Elle doit être une puissance aujourd'hui capable de résister à ces empires qui menacent la stabilité du monde, sa démocratie, sa justice et sa paix. Et donc, moi, je m'inquiète quand je vois l'escalade qui a été organisée. Monsieur Retailleau, il poursuit un agenda idéologique. Il savait pertinemment que l'OQTF, c'est bien le sujet d'ailleurs des OQTF, ne pouvait pas s'appliquer, parce que pour que vous expulsiez quelqu'un dans un pays, il faut que la porte à l'arrivée de ce pays soit ouverte. Or, il savait très bien que la porte serait fermée. Il a fait ce choix délibéré de jouer l'escalade parce qu'il poursuit un agenda idéologique qui est depuis longtemps la remise en cause des accords de 68 avec l'Algérie. Je dis faisons attention, organisons la désescalade. Pourquoi ? Parce que nous sommes intimement liés dans nos familles à l'Algérie. Parce que beaucoup de nos compatriotes ressentent dans leur chair comme une meurtrissure ces tensions entre ces deux pays. Merci Benjamin Lucas d'avoir été notre invité ce matin dans La Politique c'est clair. Député écologiste des Yvelines. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les informés sur France Info.